Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le samedi 10 juin 2023 et aujourd'hui on va faire notre tour de situation de la semaine. Alors grosso modo, ce qu'il faudra retenir bien sûr, c'est que tout va bien depuis que le plafond de la dette a été réglé. C'est terminé, on est en plein bonheur. Il n'y a plus qu'à régler la problématique de la fête qui aura lieu mardi et mercredi prochain et mercredi soir prochain. Si on fait encore une pause, on devrait être au paroxysme du bonheur. Donc oui, tout d'abord, eh bien, on va revenir une dernière fois avec le plafond de la dette, puisque visiblement le monde merveilleux de la finance a totalement switché sur la thématique. On n'en parle plus du tout. Monsieur Biden a signé ça en fin de week-end ou en début de semaine dernière. C'est réglé, on n'a plus de problème, on va monter, on n'a plus de plafond, hein, tout simplement. On n'a même pas rehaussé le plafond, on a simplement enlevé le plafond, puis on verra en 2025 où on en est. On parle déjà de 4 milliards d'endettement supplémentaires. Selon les banques, les spécialistes, les banquiers d'affaires qui ont déjà présenté leur prochain target, on parle de 1600 milliards d'emprunts d'ici la fin de l'année. Ils ont déjà commencé à emprunter de l'argent sur le marché des bons du trésor américain. Bref, ils vont récupérer plein de cash, ils vont le dépenser dans tous les sens, ils vont soi-disant faire attention, mais on n'y croit pas trop. Mais le marché s'en fout parce que cette espèce d'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête, eh bien elle est partie et on peut passer à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, ben du coup, quand vous avez parlé du plafond de la dette pendant 6 semaines, après vous êtes fait une obsession sur les banques centrales pendant pratiquement une année, et l'inflation, eh bien tout d'un coup, on revient forcément aux anciennes histoires. Alors on revient sur l'inflation, on revient sur les banques centrales, et c'était donc la thématique de la semaine. Alors cette semaine, on s'est concentré sur tout ce qui pourrait nous donner des indications, des preuves, des indices pour l'enquête de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau de la Fed. Et la réponse globale et générale, c'est qu'il devrait rien se passer. En tout cas, statistiquement, on est plutôt dans le sens à 70% de chances de ne pas voir une hausse des taux. On maintiendrait cette pause encore un mois. Par contre, les experts sont déjà en train de nous dire que potentiellement, il est possible qu'au mois de juillet, ils viennent monter les taux. Alors, la raison principale de tout ça s'articule sur deux choses. La première chose, c'est que durant la semaine, on a eu 2 hausses de taux surprises qui n'étaient absolument pas prévues sur le papier. C'était le Canada et l'Australie. Les deux ont monté les taux de 0,25%, alors que les experts, les mêmes qui pensent qu'il n'y aura pas de hausse de taux aux États-Unis la semaine prochaine, ces mêmes experts-là pensaient que les deux banques centrales ne montraient pas les taux. Eh bien, erreur, les deux ont expliqué que, grosso modo, il y avait encore beaucoup trop d'indications comme quoi l'inflation était toujours un petit peu... Vous savez, c'est un peu le feu de forêt en été qui a été éteint, mais il couvre toujours en dessous. Eh bien, c'était un peu ça. Et résultat, eh bien, ils ont monté les taux et ça a mis pas mal de doutes à pas mal de monde. Mais pour l'instant, on veut croire que God bless America, c'est pas pareil aux États-Unis parce que c'est différent. Et donc, du coup, on a encore un peu d'espoir. On tient encore, on s'accroche encore au fait que c'est possible qu'ils ne montent pas les taux au mercredi prochain. Et c'est possible parce que durant la semaine, on a eu quand même pas mal de chiffres économiques qui n'étaient pas extraordinaires aux États-Unis, donc qui laisseraient entendre qu'on ne peut pas monter les taux aussi facilement. Donc du coup, ça rassurait. L'ISM d'abord qui était pas bon, et puis ensuite, surtout, j'ai envie de dire, les jobless claims de jeudi dernier. Durant la publication des chiffres des jobless claims de jeudi dernier, eh bien, on s'est rendu compte que tout d'un coup, hop, il y avait une pique de demande d'allocation chômage. Donc on est en train de se dire, oulala, peut-être que le chômage est en train de remonter. Ceci additionné au dernier non-farm payrolls qui montrait une hausse du chômage à 3,7% aux États-Unis. Eh bien, on s'est dit que si cette truc-là était additionné à l'autre, eh bien, ça voulait dire que l'économie était en train de ralentir. Et puis surtout, ça voulait aussi dire que potentiellement, tous les licenciements qu'on a vécus depuis octobre-novembre l'année dernière jusqu'à maintenant, le total est monstrueux, surtout dans la tech, vont peut-être commencer à se faire sentir à l'heure actuelle, maintenant. Donc du coup, ça pourrait ralentir aussi l'économie, ceci expliquant cela. Donc pas de hausse des taux mercredi prochain, c'est en tout cas ce sur quoi nous tablons. Et puis alors, bien sûr, ce qu'il faut retenir aux États-Unis, entre autres, c'est le S&P 500 qui est rentré en bull market et qui confirmait encore les choses vendredi soir à la clôture. Donc le S&P 500 est en grande forme, principalement tiré par la tech, même si on note quand même un réveil des valeurs un peu défensives, comme quoi tout le monde est en train de monter. On commence à voir aussi ici et là que les institutionnels sont en train de rentrer dans le marché, donc si les gros qui étaient un petit peu on the sideline, comme on dit, au bord du terrain, qui attendaient de pouvoir rentrer, bah si eux commencent à rentrer, il y a des gros volumes qui pourraient, je dis bien au conditionnel, rentrer dans le marché, même si globalement il y a toujours beaucoup d'interrogations. J'en parlais d'ailleurs dans le Morning Bull en fin de semaine. Ce qui est assez fou, c'est que pour l'instant tout le monde
tout le monde, sans exception, est extrêmement prudent. Quand je regarde les banquiers d'affaires aux États-Unis, ils sont tous méga prudents, ils sont tous plutôt négatifs pour les prochains mois. Mais malgré tout, le marché continue à bouillonner, continue à monter très fort. Alors, il y a eu forcément l'aide de l'intelligence artificielle, mais en dehors de ça, on a l'impression que tout est en train de repartir et qu'on ne se pose plus de questions. Alors, ça peut ressembler parfois à une bulle. D'ailleurs, quand on observe les graphiques du Nasdaq, du SOX ou bien d'autres titres techno, ça ressemble quand même vachement à un délire spéculatif type bulle de l'époque. Je ne remets pas en question le fait que l'intelligence artificielle va faire partie de nos vies ces prochaines années. Simplement, la question, c'est comment ça va s'impacter sur ces prochaines années. Est-ce que ça va s'impacter tout de suite le mois prochain ou est-ce que ça va s'étaler sur plusieurs années? Est-ce que l'intelligence artificielle nous permet aussi d'avoir une vitesse d'exécution dans les entreprises qui va faire qu'ils vont gagner beaucoup d'argent tout de suite, là, maintenant? Et pour l'instant, on est en train de presser qu'ils vont gagner beaucoup d'argent tout de suite, là, maintenant. Est-ce que c'est la réalité? La réponse, c'est prochains mois dans les publications trimestrielles, probablement, mais pour l'instant, en tout cas, on a ce côté bouillonnant d'un début d'explosion spéculative. Quelques nouvelles économiques de la Suisse. Alors, en Suisse, on a le renchérissement de la vie qui a baissé à 2,2% par rapport aux 2,6% où il était. Le taux de chômage a également passé de 2% à 1,9%. On a eu une baisse du chômage, donc ça, c'est plutôt encourageant, mais en même temps, attention, parce que qui dit baisse du chômage dit risque d'inflation également. Et puis alors, l'OCDE a annoncé que la croissance de la Suisse cette année serait de 0,6%. Ça a été confirmé. On doit saluer cette grande capacité de pouvoir nous prédire la croissance de la Suisse sur toute l'année, déjà au mois de juin. Bravo. Donc 0,6% de croissance confirmée par l'OCDE. Par contre, en 2024, ils ont revu leur prévision de croissance de 1,4% à 1,2%. Donc attention, petit ralentissement prévu en 2024. Du côté du FMI qui a aussi parlé à propos de la Suisse cette semaine, alors ils ont confirmé les prévisions de croissance pour ces prochains mois et puis par contre ils ont recommandé à la BNS de continuer à monter les taux parce que sinon il y aura trop de risques d'inflation. On est content de savoir que tout d'un coup, le FMI s'occupe de ce qui se passe en Suisse. Et puis, puisque l'on parle de hausse des taux, eh bien, le patron de la BNS, monsieur Jordan, a parlé hier, et ça devrait apparaître dans une interview dans un journal suisse ce week-end, que selon lui, eh bien, l'inflation est plus ou moins sous contrôle, mais qu'il est quand même obligé, il va quand même devoir monter les taux prochainement. Donc on s'attend clairement à une hausse des taux de la part de la BNS d'ici la fin du mois de juillet. Sa justification, c'est qu'on ne peut pas laisser l'inflation au-dessus de 2%. Salutations à l'Europe et aux Américains. Et nous, on a des bricoles à côté d'eux. Mais bref, il veut encore monter les taux pour freiner cette inflation. Et selon lui, l'excuse finale de l'article, c'est parce que c'est une question de justice sociale, que les gens qui ont plus de difficultés dans la vie, eh bien, ils ne peuvent pas supporter cette hausse de tout, à peu près. Ce qui est parfaitement compréhensible, mais par contre, ce qui est assez fou, c'est que ça vienne de la part d'un banquier central. Je ne pensais pas entendre ça une fois ça dans ma vie. En tous les cas, maintenant, c'est bon, je peux mourir tranquille, parce que si la BNS se préoccupe de la difficulté, de la précarité sociale en Suisse, c'est vraiment qu'on est passé dans une autre dimension. Bref, tout ça pour vous dire que finalement, à la fin de cette semaine, on verra mercredi soir. Si l'on observe les performances de la semaine, le Bitcoin qui perd 5,2%, le pétrole qui perd 1,9%, on en a parlé du micmac sur le pétrole hier dans le Morning Bull Live, le SMI qui est un peu le loser de la semaine, le CAC qui est aussi en baisse de 0,8, le DAX en baisse de 0,6, et de l'autre côté, bon, le Brésil, d'accord, Hang Seng qui fout pas grand-chose, le Philadelphia Semiconductor Index qui est en hausse de 0,67%. Vous voyez comme quoi les performances sont pas non plus stratosphériques, mais suffisantes pour battre des records et pour montrer en tous les cas que pour l'instant, on veut toujours y aller. C'est pas la semaine la plus folle qu'on ait pu voir. On notera quand même au passage le Nikkei qui lui continue, plus 2,3%. C'est vraiment de place to be. Quand vous regardez un petit peu ce que disent les gens sur les indices, grosso modo, eh ben on veut plus de la Chine, mais par contre le Nikkei c'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est assez incroyable comme quoi on n'en parlait plus. Et tout d'un coup, c'est sur toutes les lèvres. Performance du SMI, le Crédit Suisse, on va en reparler tout de suite dans les titres suisses. En tête, 2,5% de hausse, mais ça veut strictement rien dire. ABB qui est deuxième avec 1,65% de hausse. Novartis qui est en hausse de 0,9% parce que tout le monde est en train de l'upgrader à cause du Kisqali, ce nouveau médicament qui fonctionne plutôt pas mal pour les récidives du cancer du sein. Donc tout le monde salue Novartis, tout le monde vient upgrader le titre, donc ça va plutôt pas mal de ce côté-là.
Et puis UBS derrière, et en queue de peloton, Givaudan qui perd 6% et Swiss Re qui recule de 5,4%. Du point de vue technique, vous avez donc devant vos yeux ébahis, écarquillés, le SMI qui est probablement le chart le plus moche de la communauté financière en ce moment. On n'y arrive pas, on a vécu une semaine, excusez-moi du terme, de merde. On termine là où on était il y a 2 semaines en arrière, on revient sur ces points. On va pas dire des points de support, mais on savait qu'on avait de la peine à passer les 11 400 qui était notre référence apparemment. On a échoué plusieurs fois, donc du coup on est revenu se positionner autour des 11 200. C'est mou, hein, c'est très très mou. Comme je vous le disais, tout le monde est chaud patate sur Novartis. Nestlé ne fait pas grand chose et que Roche de l'autre côté, eh bien, n'arrive pas à démarrer non plus. Donc du coup, si vous n'avez pas ces trois-là, ça va être compliqué de pouvoir vraiment bourrer le marché dans tous les sens. Alors pour l'instant, il va falloir voir dans quelle direction on va sortir. Surveiller attentivement la zone des 11 200 parce que si on casse à la baisse, on a encore largement la place pour aller chercher plus bas sur le SMI ces prochains jours. Donc attention quand même si l'ambiance est plutôt positive, si on casse les 11 200, on va revenir bien sûr sur la moyenne mobile des 200 jours, mais il y a quand même des craintes qu'on puisse techniquement revenir chercher les plus bas ici, ce qui ferait pas beaucoup de sens fondamentalement, mais pour l'instant, on a quand même l'impression que la globalité des marchés sont un peu essoufflés. Un peu à l'image de la France, hein, la France qui a eu un début d'année en fanfare et qui depuis quelques temps a de la peine. On le voit très bien dans cette configuration graphique qui n'a rien à voir à ce qu'on vit depuis quelques mois. Hésitation, hein, ça se traduit en termes graphiques, en termes d'hésitation. On ne fait pas grand-chose, on hésite. Là, vraiment, vous voyez la semaine qu'on vient de faire sur la France, c'est Waterloo, Morne Open. Alors oui, évidemment, tout le monde attend la Fed la semaine prochaine pour prendre une décision. Mais pour l'instant, ce qu'on ressent quand même, c'est qu'on n'a plus envie. Et puis le moteur de la croissance de la France, le luxe et Total, entre autres, pour l'instant, sont en panne. Parce que le pétrole, pour l'instant, n'est plus trop à la mode dans l'immédiat. Et puis le luxe, eh bien, on a vu avec la Chine que finalement, le rebond annoncé ressemble plus à ce qu'on appelle en anglais un dead cat bounce, un chat qui rebondit. C'est pas très joli traduit en français. Et ça veut pas vraiment y aller. Que dire du DAX? Copier-coller avec la France, hein, le mouvement d'hésitation est assez frappant. Il faut pratiquement zoomer dessus pour qu'on voie quelque chose de concret. Mais si vous voyez là, les journées qu'on vient de se faire, c'est juste désespérant d'ennui. Il ne se passe rien. On attend de voir comment on va sortir. Alors, d'un point de vue purement technique, si on arrive à tenir cette tendance haussière sur le DAX, on peut espérer rebondir pour aller chercher de nouveau les plus hauts historiques sur l'Allemagne, mais il va falloir trouver un peu de catalystes. Et les catalystes, inévitablement, ils viendront des États-Unis. Alors, aux États-Unis, eh bien, vous voyez, le S&P 500 termine au plus haut de la semaine, quasiment. Donc, la clôture est plutôt encourageante. On a cassé cette résistance des 4200 ici. Aujourd'hui, on est en mode, donc la résistance qui est là a cassé. On est en mode bull market, puisque là où on est aujourd'hui, eh bien, peu importe comment on prend le plus bas ici ou ici, eh bien, on a cassé clairement, ça va si vous calculez depuis l'extrême bas ici ou depuis la clôture la plus basse ici. Là aujourd'hui, en tenant compte de cette clôture-là, eh bien ici, nous sommes entrés en bull market sur le S&P 500. Alors si vous regardez les performances après l'entrée en bull market, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'avant, puisque si on regarde le passé, on va dire qu'à 60% du temps, quand on rentre en bull market, eh bien ça se prolonge l'année suivante. Donc à 1 an après l'entrée en bull market, 60% du temps, on est plus haut. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que 40% du temps, on est aussi plus bas 1 an après. Donc on est plus ou moins à 50-50. En termes de statistiques, ça ne nous avance pas beaucoup. Néanmoins, le S&P 500 est en bull market et ça, il faut le saluer. Du côté de la tech, j'ai pas envie de dire qu'on marque le pas. On a eu une petite journée de faiblesse la semaine dernière, ce qui fait que les gens se sont repositionnés. Quand on a eu ce petit creux là au milieu de semaine, eh bien les gens se sont repositionnés tout de suite derrière sur la tech, hein. On fait déjà du buy on weakness, de l'achat sur faiblesse. Donc dès que la tech a montré un semblant de baisse, eh bien tout est reparti dessus. Bon, on a eu l'histoire de Apple durant la semaine, avec Apple qui a montré son nouveau masque de réalité virtuelle qui a plu ou pas plu. Tout le monde s'est dit oui, mais 3500 balles c'est cher. Puis après on s'est dit oui, mais il y en a quand même qui vont l'acheter. Donc voilà, résultat finalement Apple termine quasiment au plus haut de tous les temps.
Et ça aussi, ça permet non seulement au S&P, mais également au Nasdaq d'avoir des configurations techniques assez intéressantes. Et je voudrais terminer avec le Dow Jones aussi, parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces temps, on en parle peu du Dow Jones, mais si on veut parler du Dow Jones, c'est surtout pour parler des titres défensifs. Et on voit que depuis quelques temps, on n'en voulait plus. Hein. On le voit très bien dans la tendance là. Les gens ne voulaient plus des titres pendant que toute la tech était en train de faire un mouvement comme ça. Et donc là, on est en train de rattraper le retard. On voit quand même que quand vous avez un Nasdaq au plus haut de tous les temps, quand vous n'avez pas pratiquement au plus haut de tous les temps et complètement bullish, quand vous avez le S&P qui passe en bull market, vous vous dites le Dow Jones, bah lui il fait pas grand chose, mais en même temps, si j'en profite pour acheter 2-3 boîtes défensives qui payent du dividende, ça reste encore assez intéressant. Et c'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure des institutionnels qui sont en train de revenir dans le marché. Eh bien, ces institutionnels, s'ils reviennent dans le marché, ils vont aussi acheter des choses autres que du Nvidia. Dans les titres de la semaine en Suisse, eh bien, on commencera par UBS Crédit Suisse. Donc, le merger devrait être finalisé le 12 juin, à savoir lundi matin. Et donc, dès lundi matin, le Crédit Suisse va sortir du SMI et sera donc remplacé par Kuehne+Nagel. Alors, dans le merger de UBS Crédit Suisse, on doit encore attendre la validation définitive des autorités américaines, mais a priori, ça ne devrait pas poser de problème puisque les autorités suisses, elles sont toujours en vacances, on les a pas entendus, les gars de la commission de la concurrence. Mais bref, toujours est-il que ça sera réglé la semaine prochaine. Le Crédit Suisse devrait être délisté prochainement, donc ça, il n'y a plus vraiment d'intérêt sur l'action Crédit Suisse. Les actionnaires du Crédit Suisse vont recevoir des titres UBS, blablabla. Résultat, eh bien, ceux qui avaient des Crédits Suisse auront des UBS, et puis maintenant, il va falloir attendre que l'UBS soit multiplié par 4 pour que les gens qui ont touché du Crédit Suisse puissent éventuellement retrouver l'argent qu'ils avaient perdu sur les actions de la banque aux deux voiles. Bref, musique d'avenir, je vais pas vous montrer les charts parce que ça ne semble à rien du tout, mais toujours est-il que voilà, dorénavant, nous n'avons plus qu'une méga banque suisse dans le SMI à partir de lundi matin. Temenos, il s'est pas passé grand chose cette semaine, mais quand vous verrez le chart tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a eu un réveil au niveau du titre. Alors pourquoi, comment, on ne sait pas, mais il y a une chose qu'il faut surveiller, c'est qu'il y a un des gros actionnaires qui s'appelle Petrus Advisor, qui a 4% du capital aujourd'hui de Temenos, et que depuis quelques jours, ils ruent dans les brancards parce qu'ils font des demandes pour que le management restructure certains postes de la société, et le management s'en fout complètement, et donc ils sont pas très contents, et ils l'expriment haut et fort, et donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des activistes. Alors en général, les investisseurs activistes qui viennent investir dans des boîtes, ils prennent des gros morceaux dans le capital, puis après ils viennent taper sur la table au board, pour que ça commence à bouger, pour essayer de changer la politique de l'entreprise à leur sauce. Alors des fois ça marche super bien, des fois ça marche pas très bien, c'est moins courant aux Suisses qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis c'est très courant de voir ce genre de personnes intervenir, typiquement monsieur Carl Icahn, qui est un des plus gros investisseurs activistes. Mais donc à retenir quand même que vous avez Petrus Capital qui rue dans les brancards, et ça peut générer quelques poussées de fièvre à la hausse. Et d'ailleurs, quand vous voyez le chart, eh bien vous voyez qu'en fin de semaine, eh bien on a eu cette espèce de poussée de fièvre ici sur Temenos, sans explication. Si vous lisez les journaux, vous verrez qu'on dira oui, sans explication claire. Temenos est monté, bon, termine en baisse quand même relativement forte, pas en baisse, mais la hausse est bien dégonflée. On peut imaginer que quelqu'un est en train d'acheter massivement Temenos, donc on peut s'attendre à 2-3 mouvements spectaculaires sur Temenos ces prochains temps, parce qu'il y a des activistes à surveiller quand même attentivement, parce que pour ceux qui ont envie de spéculer là-dessus, il y a un potentiel. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait un énorme fonds suédois qui voulait racheter toute la boîte. Si ça commence à bouger dans ce sens-là, il y a encore du potentiel, parce qu'à l'époque, on parlait d'un prix au-dessus des 140 francs suisses. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais en tous les cas, au niveau des actionnaires, c'est en train de bouger, et le management va devoir réagir, donc il va se passer des choses prochainement sur Temenos. Au début du mois de mars, la société Meyer Burger avait revu ses objectifs à la baisse, parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement pour des parties techniques de ce qu'ils avaient besoin, ils n'arrivaient pas à s'approvisionner, donc du coup, ils avaient dû revoir leurs prévisions à la baisse, et donc du coup, eh bien, ils sont revenus cette semaine pour dire que finalement, ça allait mieux, qu'ils sont en train de régler le problème, et que finalement, ils étaient en train de rattraper plutôt leur retard, et que la situation revenait à la normale. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer quand vous regardez ce qui se passe sur le graphique aujourd'hui. C'est pas le graphique le plus spectaculaire de la planète, soit, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, d'abord, il se passe quelque chose, ils sont en train de rattraper le retard qui avait été plus ou moins symbolisé par ce trou ici, hein, à ce moment-là, quand ils avaient annoncé des trucs bizarres. Et maintenant, ils disent que ça revient à la normale. On avait fait 2 fois tester le test de la moyenne mobile des 200 jours. Et aujourd'hui, on se dit que les choses reviennent à la normale. Alors peut-être qu'on peut reprendre une tendance de fond à peu près normale.
et espérer aller rechercher les hauts ici autour des 70 centimes. Donc il y a peut-être quelque chose à gratter sur Meyer Burger. J'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, si vous achetez le titre et qu'il va en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, il faudra se couper. Mais si on revient un petit peu dans cette tendance de fond, peut-être qu'il y a quelque chose à gratter sur Meyer Burger. Cette semaine, UBS a downgradé BKW. BKW qui est un fournisseur de services dans le secteur de l'énergie. Donc ils ont downgradé le titre de buy à sell. Alors d'abord, c'est assez rare de voir un downgrade où le gars il passe pas par buy, hold et ensuite sell. Mais là, il est passé de buy à sell. Donc, c'est l'analyse de l'UBS. Donc, en général, si vous vous souvenez ce qui s'est passé sur Rush il y a quelques temps, quand elle était à 400 balles, quand UBS a downgradé Rush de buy à hold, le titre s'est littéralement effondré de plus de 100 balles parce que tout le monde a suivi les recommandations de l'analyste. Déjà, l'UBS a viré toutes ses positions en bon rush. Donc, il y a eu un déluge de bons rush qui sont arrivés sur le marché. Et donc, ça a eu ses conséquences. Et aujourd'hui, ils font ça sur BKW de buy à sell. Je vous laisse imaginer l'impact. Alors la raison c'est qu'elle est beaucoup montée, d'accord, mais quand vous voyez ce qui se passe sur le graphique, voilà l'effondrement total sur BKW. Donc cette chute de 163 francs à 145 francs, ça c'est 15% de baisse. Et ça c'est à cause du downgrade de l'UBS. Alors ceux qui disent que l'UBS n'est pas devenu un méga monstre dans le marché suisse, eh bien bonne chance pour les prochains upgrades ou les prochains downgrades de l'UBS. Mais ceux qui ont des bonnes informations et qui sont très proches des analystes, eh bien, il y aura du pognon à se faire. On termine avec Givaudan qui se fait laminer en fin de semaine. Alors, sans grande news spécifique sur Givaudan, il n'y a pas grand-chose à retirer sur le graphique. On voit qu'on revient simplement sur les bas. 2850, 2800. C'est plutôt une zone techniquement de support, mais la baisse qu'on a vécue ces derniers jours est principalement due au fait que un de ses concurrents qui s'appelle Croda en Angleterre a fait un profit warning. Résultat, eh bien, le titre était un petit peu sous pression cette fin de semaine. Techniquement, quand on voit la tronche du SMI qui est au plus bas, quand on voit la tronche de Givaudan qui est au plus bas, et quand on voit la raison pour laquelle on a baissé qui n'a rien à voir directement avec Givaudan, techniquement, peut-être qu'il y aura un rebond à jouer ces prochains temps, mais on va déjà attendre de voir les premiers signes de reversal sur Givaudan. Voilà, chers amis, tout ce que vous pouvez raconter cette semaine sur le marché suisse et sur le reste du monde. Petite semaine en termes de volume, petite semaine en termes d'intérêt, mauvaise semaine en termes de performance pour le SMI. Aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr sur le week-end, puisqu'on est samedi matin. Mais ensuite, lundi, mardi, mercredi, ce sera une semaine Fed. Et puisque à partir de mercredi soir, on aura la décision de Monsieur Powell sur les taux d'intérêt américains, qui, je le rappelle, aujourd'hui à 70%, devrait rester inchangé, à moins qu'ils fassent comme les Canadiens ou les Australiens. Et puis, mis à part ça, on aura également le CPI qui sera publié, sauf erreur, mardi matin aux États-Unis, juste au début du meeting de la Fed, qui permettra de mettre encore un petit peu de beurre dans les épinards de la réflexion des gens de la Fed, afin de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite au niveau des taux. Voilà, moi je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, enfin si vous l'avez aimé, et puis à revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour un nouveau Swiss Bliss qui aura lieu soit vendredi, soit samedi prochain. Passez un excellent week-end, un très bon samedi et à lundi. Bye bye!